Ah, salut, je finis mon chapitre et j'arrive. Il est le nettoyeur de mythes. Complotistes mes amours, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau nettoyeur de mythes et aujourd'hui on va se pencher sur L'Autre Terre des Dieux, un film de Demian sorti en 2017. Pourquoi ce film? Tout simplement parce qu'aujourd'hui il y a une recrudescence des chercheurs de vérité et ce film est le premier d'une longue liste à venir. Le problème c'est que la vérité n'a pas le même sens dans la bouche des scientifiques et dans celle des chercheurs de vérité. Alors calez-vous bien dans vos sièges, allumez vos cerveaux et c'est parti pour le nettoyage. Le film qui va suivre traite de sujets très controversés en Roumanie. Il expose certaines découvertes et théories qui ne peuvent être prouvées à ce jour, mais qui lèvent le voile sur des cultures méconnues et négligées. Oui mais non. Une théorie c'est prouvé, là déjà ça part mal. Son objectif n'est ni d'affirmer, ni de convaincre, mais de suggérer et proposer d'autres réponses que les théories enseignées. Et c'est là où ce film est vraiment révolutionnaire. Aucun chercheur ne s'amuse à suggérer ou proposer des choses sans être affirmatif ou convaincant. Je pense qu'on va assister à une première, le genre de film qui dira « Ouais, je dis que c'est ça, mais j'y crois pas trop, en même temps j'ai aucune preuve. Mais j'ai pas besoin d'avoir de preuves pour vous dire que c'est ça, puisque de toute façon je ne cherche pas à vous convaincre. » Et puis, même sans chercher à vous convaincre, le but final du film, c'est que vous sachiez quand même que les gouvernements et les archéologues vous cachent la vérité. La Roumanie. Que savons-nous de ce pays? En réalité, bien peu de choses. C'est quand même triste pour un film qui va parler d'un sujet de nous avouer dès le début qu'il y connaît rien. Moi, quand je connais rien, je me renseigne. Là, par exemple, j'ai tapé DAS sur Percé. Alors, Percé, c'est juste une base de données qui regroupe articles, comptes rendus et communications scientifiques à l'échelle mondiale. J'ai donc tapé DAS et je suis tombé, à l'heure où le script a été écrit, sur pas moins de 4100 références. Donc, petite note pour les chercheurs de vérité, arrêtez de confondre l'ignorance scientifique avec votre flemme à taper des mots-clés dans des bases de données internationales. Merci. Nombreuses sont les découvertes archéologiques qu'on tente de dissimuler. Ça fait 2 minutes que le film a commencé et on est déjà dans le complot. Il y a une chose qui veut dissimuler des preuves archéologiques. Le problème, c'est qu'elle doit pas être très douée parce que on en parle actuellement. Mais bon, passons et voyons ce que les gouvernements ont essayé de cacher, mais comme ils sont trop stupides pour les laisser cacher correctement, ça a fuité, et voilà. Nous vous dévoilerons d'anciens sanctuaires, des trésors mystérieux, des objets archéologiques hors du commun, qui pourraient remettre en question toute notre histoire. Qui pourrait remettre en doute toute notre histoire. Je vous avouerai que celle-là, je sais pas si je l'aurais tenté. Bah ouais, il y a moins de 3 minutes, vous nous avez dit, son but n'est ni d'affirmer, ni de convaincre. Du coup, je me demande quelle partie de cette intro est mensongère. Ouais, parce que rien affirmer et ne convaincre personne tout en remettant en doute toute notre histoire, je trouve ça sacrément ambitieux comme plan. Cette forteresse militaire abritait 5 terrasses qui s'étendaient sur plus de 30 000 m². Elle comptait des habitations, des étables et des entrepôts desservis par des systèmes complexes d'adduction d'eau. Je vous présente Zarmiz et Getutsa. Une citadelle d'As, oui, mais qui n'est pas plus impressionnante que des constructions grecques ou romaines. Si on prend par comparaison l'aqueduc de l'Agnovetus, 200 ans plus vieux que cette citadelle, ou le tunnel de Palinos en Grèce, qui est 600 ans plus ancien. Et pour info, le tunnel de Palinos, c'est un aqueduc souterrain qui a traversé une montagne de part en part pour se retrouver au milieu. Avant de juger la complexité d'une construction, il faut regarder ce qui se fait un peu autour. Ici, les constructions bénéficiaient d'installations modernes, bien avant que les Romains n'interfèrent avec la culture d'As. Des constructions modernes, ça veut dire des constructions à partir de 1492. Les choses modernes, en gros, c'est la Renaissance. Si les Daces avaient eu la poudre, ils se seraient pas fait botter le cul par Rome. Et pas de contact avec Rome, il y a pas mal d'historiens et d'archéologues qui sont pas d'accord avec ça. En fait, tous. Il y a des échanges commerciaux entre l'Italie du Nord et la Dacie depuis le premier millénaire avant notre ère. Et l'influence de la culture villanovienne, elle est présente partout en Roumanie. Donc, si la culture s'y trouve déjà 3-4 siècles avant la fondation officielle de Rome, c'est qu'il y a une influence des peuples du nord de l'Italie sur la Dacie. Au VIe siècle avant notre ère, les échanges avec la Grèce sont courants et on retrouve beaucoup de céramiques et d'objets en bronze grec en Dacie. On peut noter aussi que les Celtes ont beaucoup influencé les Daces, ne serait-ce que sur le culte aux morts. On retrouve des tombes avec des chars comme on peut en trouver sur le bord du Rhin ou dans la Marne. Il faut savoir aussi que le commerce est très prospère puisqu'on retrouve en Roumanie des monnaies grecques du IVe siècle avant Jésus-Christ et des monnaies romaines du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Les Daces auraient tiré leur savoir d'un prêtre influent, Décénéou. Initié en Égypte au même titre que Thalès, Pythagore et Platon, certains lui attribuent la construction de cette cité
durant le milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. On touche un sacré problème avec Décénéou, ce prêtre qui a transmis tout un tas de savoirs aux Daces. Déjà, les sources. Décénéou, il nous est connu grâce à Jordanès, un auteur go né vers 480, et il a écrit vers 550. Donc, ce qui sépare Décénéou de Jordanès, c'est ce qui me sépare moi de Édouard VI, roi d'Angleterre et d'Irlande. Il n'est pas historien, et il mélange tout un tas de trucs fantastiques avec ses récits, et on sait pas trop ce qui est vrai ou pas. Bon, maintenant, les lieux. On nous dit au même titre que Thalès, Pythagore et Platon en Égypte. Bon, déjà, on n'a absolument aucun texte qui nous dit que Décénéou est allé en Égypte, et le seul qui parle d'un Dace en Égypte, ça fait référence à Zalmoxis, et on va en parler plus tard. Deceneu fiind un inițiat care a călătorit și în Égypte. Et c'est le retour de notre grand jeu. Qui est le spécialiste? Daniel Roxin. Eh bien, c'est un nationaliste pur et dur, clamant à qui veut l'entendre que les Daces ont conquis Rome et non pas l'inverse. Comme tous les nationalistes, il croit que son peuple descend d'un peuple dace plus ancien que les autres et le tout sans s'appuyer sur aucune source sérieuse. Il a le mérite d'être honnête et ne revendique absolument aucun diplôme en histoire, archéologie ou linguistique et se présente comme auteur. Mais il se permet de raconter un peu tout et n'importe quoi et produit de nombreuses vidéos de pseudo-archéologie avec des thèmes comme l'histoire cachée des Daces ou autres calendriers mystiques de Zarmizéguetutsa. Ce temple astronomique assurait aussi le rôle de calendrier. Réputé pour être un des plus précis de toute l'Antiquité, avec une marge d'erreur d'1 heure, 15 minutes et 3 secondes par an. Juste à côté, la dalle circulaire d'andésite composée de 10 rayons était un cadran solaire qui permettait aux Daces de prédire les solstices et les équinoxes. Réputé pour être le plus précis de toute l'Antiquité. Alors là, ça me pose plusieurs problèmes. Soit c'est le calendrier le plus précis du monde antique actuellement. Et dans ce cas-là, il faudrait tracer une liste de tous les calendriers antiques connus. Et si vous avez des bons plans, je suis preneur. À noter aussi que Zarmizéguetutsa a été détruite pendant la conquête, puis reconstruite après le passage de l'armée romaine. Ou alors on accepte que les Daces aient eu des liens avec les autres civilisations antiques. Et là, le problème c'est que les auteurs, le calendrier, ils en parlent pas du tout. Même Diodore de Sicile, qui est contemporain de la construction de la citadelle, il parle de Stonehenge, mais il parle pas du tout du calendrier. Donc niveau réputation antique, on peut émettre des doutes quand même. À part ça, et pour revenir sur le côté précision par rapport au soleil, je vous rappelle qu'observer les astres, c'est autant un loisir que religieux que culturel. Il n'y a pas de comics, il n'y a pas de bouquins, il n'y a pas de ciné. Ils ont même réussi à esquiver Cyril Hanouna. Quand on voit qu'aujourd'hui on est encore capable d'observer la récurrence et la fréquence dans le mouvement des astres, faut arrêter de voir nos ancêtres comme des bourrins de télé-réalité. Les historiens en savent très peu sur les Daces et leur attribuent un niveau de connaissance très limité. Beaucoup affirment qu'ils ne possédaient pas d'écriture. Les historiens en savent très peu sur les Daces? Non. Si on regarde les quelques 4000 publications scientifiques, historiens et archéologues n'en savent pas très peu sur les Daces, contrairement visiblement à l'équipe de réalisation de ce film. Quant aux connaissances très limitées, j'attire votre attention sur le lien subtil qui est fait entre écriture et intelligence. Je vous invite à admirer les pierres dressées, les dolmens ou l'artisanat celte par exemple. Les civilisations mégalithiques et les Celtes n'écrivaient pas, ou très peu pour les Celtes. Aucun chercheur ne fera jamais de lien entre pas d'écriture, civilisation stupide. Je vous laisse méditer là-dessus. Les tablettes de Sinaïa suggèrent que les Daces possédaient bien l'écriture. 500 de ces tablettes auraient été trouvées à la fin du 19e siècle, durant la construction du château Pélèche. Concernant les tablettes de Sinaïa, il y a deux problèmes qui se posent. Le premier, c'est qu'aucune source concernant la construction du château n'évoque cette découverte d'or. Et la seconde, c'est que je n'ai pas trouvé de source concernant les tablettes qui datent d'avant les années 90. Donc on a du mal à les croire authentiques. À l'origine façonnées en or, elles exposent 3 écritures différentes. L'une d'elles serait une forme de grec ancien, et les 2 autres seraient inconnues. Pour s'approprier l'or, le roi Carole en aurait fait des copies en plomb avant de fondre les originales. Cette forme de grec ancien a permis de traduire quelques mots sur certaines tablettes. Du coup, on pense qu'elle mettrait en lumière les chroniques de Décébal, qui était un roi dace, et elle mentionna aussi la cité de Zarmizéguetutsa. En plus, certains signes qu'on y trouve présentent des similarités avec le style arabique, et les historiens et archéologues évoquent également des personnages aux allures de rois perses et arméniens. J'ai laissé cet extrait parce que Demian va réagir et analyser le passage par la suite. Donc nous avons supposément des tablettes en or avec 3 langues, dont une d'un style arabique. La langue arabe remonte au 2e siècle de notre ère et le roi Décébal a vécu à la fin du 1er siècle. Donc on a en gros entre 50 et 100 ans d'écart entre des régions qui n'ont pas vraiment communiqué, sauf si encore une fois on dit que les Daces ont tout apporté à tout le monde en mode nationaliste.
Et bien entendu, je ne sais pas de quel historien et archéologue on parle ici, puisque personne n'est cité. Mais rapidement, leur authenticité est contestée par les historiens. Pour eux, il est inconcevable qu'elles rassemblent 3 écritures différentes. De plus, si nous n'avons pas retrouvé d'écritures similaires, c'est qu'elles ont tout simplement été inventées. Pourtant, elles ne sont pas les seules à mettre en lumière 3 types d'écritures différentes. Et on en a la preuve avec la pierre de Rosette, qui a permis de déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens. Et certains chercheurs affirment que si elles avaient été authentiques, elles n'auraient pas été fondues car elles auraient été trop importantes pour l'histoire. Le roi Carol, qui était déjà immensément riche, n'aurait pas eu besoin de l'or des tablettes. Il faut quand même le reconnaître, ne retrouver nulle part ailleurs la même écriture, c'est suspect. Et même si ce lieu avait été un genre de bibliothèque d'As regroupant toutes les langues du monde, on devrait retrouver des traces archéologiques d'occupation d'As. Ce n'est pas le cas. Et contrairement à ce que dit Demian, c'est pas du tout le fait qu'il y ait 3 écritures différentes sur les tablettes qui empêche les archéologues et les historiens de dire que ces tablettes sont authentiques. Un petit point sur la pierre de Rosette, les 3 écritures différentes sont sur la même pierre. C'est un petit peu ça son intérêt d'ailleurs. Là, ça serait un peu comme de prendre un texte français, un texte anglais et un texte japonais, même si les textes sont différents, mais ça on peut pas le savoir si on maîtrise pas les langues, et d'un coup, magie, on va les mettre côte à côte et se dire, allez, si ça se trouve, on va réussir à traduire un truc. Si les textes ne sont pas liés physiquement, c'est totalement hasardeux de tenter des traductions au pif. On parle de Carol Ier, un gars qui a refusé les premiers plans de ses architectes parce que ça sonnait trop Château de la Loire et il pouvait pas se le permettre financièrement. Et second point, en plein milieu de la construction de ce château, entre 1877 et 1878, on a ce qu'on appelle la guerre d'indépendance de la Roumanie. Et une guerre, ça coûte de l'argent. Donc oui, le roi Carol était peut-être très riche, mais dans tous les cas, il avait besoin de l'or pour faire la guerre. Donc, soit les plaques sont fausses, soit Carol Ier a eu toutes les raisons de les fondre pour récupérer de l'or. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais ces dernières années, la disparition soudaine d'un grand nombre d'entre elles relance la polémique sur leur véritable nature. Un cercetător român, Dan Romalo, a reușit să aibă acces la Institutul de Arheologie și să fotografieze 200 de astfel de tablițe. Ei bine, în urmă cu câțiva ani, când am fost la Institutul de Arheologie din București, am mai găsit 34. Sute de astfel de tablițe au dispărut fără urmă, fără ca cineva să poată să fie tras la răspundere, pentru că ele, nefiind înregistrate, practic putem considera că pentru instituțiile statului nici nu existau. Et puisque Dan Romalo a pris les photos, où sont ces photos? Vous me direz, ça permettra aux gens de continuer à faire des recherches en marge et de rêver un petit peu. C'est curieux ce léger fumet de complot en mode le gouvernement nous cache quelque chose. Et ça entre totalement en contradiction avec le fait qu'on sache qui a pris les photos, de quoi sont faites les photos et combien il y en avait. Ou alors parce qu'elles avanceraient que les DAS n'étaient finalement pas si primitifs. Ouais, donc l'État aurait détruit les tablettes pour empêcher qui que ce soit d'affirmer que les DAS n'étaient pas si primitifs. Non mais sérieusement, si un pays veut fédérer sa population tout en glorifiant son passé, il aurait aucune raison de pas le faire. Mais bref, maintenant que le décor est posé, voyons qui sont les DAS. Le peuple DAS fait beaucoup parler de lui en Roumanie. D'après les historiens, c'est comme s'ils étaient sortis de nulle part. Sortis de nulle part? Mais n'importe quoi! Et la marmotte et le chocolat, c'est pareil aussi, non? Si vous en doutez encore, je vous renvoie aux 4000 références scientifiques sur les DAS. Je vous mets le lien dans la description. Les premiers à nous conter les exploits des Thraces sont les Grecs. Les textes de philosophes comme Hérodote et Platon ne tarissent pas d'éloges à leur égard. Alors, qu'on soit clair 5 minutes, Hérodote, c'est un historien. C'est même presque le premier historien reconnu au monde. C'est pas un philosophe. Et Platon est né quand Hérodote est mort. Donc il se peut très bien que la mention de Zalmoxis chez Platon soit totalement pompée de chez Hérodote. Quant aux éloges, eh ben je sais pas où vous les avez trouvés parce que moi je les ai cherchés et à part dire ils connaissent des charmes magiques pour soigner, eh ben il y a pas grand chose. Atunci când vorbim despre traci, care în multe rânduri au fost prezentate în mod oficial ca o populație barbară, primitivă, descoperim de fapt o cultură excepțională care în anumite momente a influențat cultura greacă în mod major. Bah ouais, on parle de barbares primitifs tout simplement parce que c'est des auteurs grecs qui vont en parler. Et donc tout ce qui parle pas grec ou romain pour les périodes suivantes, ça sera considéré comme barbare. Et puis tant qu'on est sur l'influence, si en Dacie on retrouve des céramiques grecques mais pas l'inverse, c'est peut-être parce que la Grèce a influencé la Dacie et pas l'inverse justement. Practic, atunci când vorbim despre Orfeu, Dionisos, Apollo, Artemis și alte divinități sau tradiții grecești, trebuie să subliniem că acestea au fost împrumutate
de greci de la populațiile tracice. Ah, le bon gros discours nationaliste. C'est nous qu'on a la plus grosse, la plus puissante, la plus longue, et puis on a essaimé partout. Toutes les civilisations nous doivent le respect. Sauf qu'en fait, non. Toutes les civilisations, qu'elles soient celtes, daces, grecques, elles viennent des Indo-Européens. Et ces Indo-Européens ont un socle commun de croyances, un panthéon qui se ressemble à peu près, avec les mêmes traits, les mêmes attributs pour les dieux, les mêmes fonctions. Tout ça se ressemble beaucoup parce que tout est parti d'une souche commune qu'on appelle les Indo-Européens. Du point de vue de la culture matérielle, pour savoir qui a influencé qui entre diverses civilisations, il suffit de voir où est-ce qu'on retrouve telle ou telle céramique. Si on retrouve beaucoup plus de céramique grecque en Dacie que de céramique Dace en Grèce, c'est sûrement parce que la civilisation grecque était beaucoup plus enrichissante que la civilisation Dace. D'autant que, niveau influence, Dace et Thrace ont grandement été influencés par les Celtes. Trimitere la geți, unul dintre neamurile tracice călătorește la geți nu ca să le dai legi, ci ca să tragi învățăminte de la ei. La geți, câmpurile sunt nesfârșite, toate pământurile sunt comune și dintre toate popoarele sunt cei mai înțelepți, ne spune Homer. Non, Homère ne parle pas des Daces, il parle des Thraces, et plutôt ceux qui sont du côté du Pont Euxin, donc au nord-est de la Méditerranée. C'est là où les Grecs importaient leur blé pour se nourrir. Donc on est un petit peu loin de la Dacie des origines, tout ça, tout ça. La citation, vous aurez beau fouiller, tourner et retourner Homère dans tous les sens, vous ne pourrez pas la trouver, puisqu'elle est issue des Voyages de Pythagore, écrits en 1798 par Sylvain Maréchal, Cocorico. Et ce récit est totalement fantasmé et n'a absolument aucune prétention historique. Autant vous le dire tout de suite, Sylvain Maréchal, à part ça, on ne sait absolument rien de lui. Alors déjà, dans les cités antiques grecques, on a du mal à savoir si un texte est attribué à Homère ou non. Donc là, un mec qui est né genre 2200, 2300 ans après les faits, ça commence à devenir compliqué. Donc cette citation, non. Je suis désolé, mais elle vaut absolument rien. Son emblème est le loup, symbole d'intelligence, de liberté et d'insoumission. Alors, le symbole Dace n'est pas né de lui-même. On peut retracer son parcours depuis la Mésopotamie, ensuite chez les Irano-Cimériens, puis finalement chez les Gètes. On ne sait pas trop pourquoi le loup ce serait un symbole d'insoumission. Et la première vraie référence à cette attitude date limite de la fable Le loup et le chien. Mais rien ne rattache le loup à l'insoumission, à part un roman contemporain de littérature érotique. Ceci dit, jouer sur les symboles, c'est aussi jouer sur le terrain des nationalistes. Et peut-être tout simplement que Démian s'est fait prendre dans un jeu bien sale. Les Daces ont fini par perdre face à Rome, mais de tous les peuples d'Europe, c'est quand même un des rares à avoir résisté aussi férocement à l'envahisseur. Un des rares peuples à avoir résisté aussi férocement à l'envahisseur. On va faire un petit point rapide sur les conquêtes de Rome. La conquête de la Dacie, c'est de 88 à 106, donc ça prend 16 ans. La conquête de la Gaule, c'est de moins 58 à moins 51, 50, donc on va dire 7 ans. La conquête d'Espagne, c'est de moins 218 à moins 19, donc 200 ans. La conquête de la Germanie, ça n'a jamais été conquis totalement. Et la conquête de la Grande-Bretagne, ça n'a jamais été conquis totalement. Niveau défense féroce, on est quand même sur le deuxième peuple à se faire botter le cul le plus rapidement en Europe antique. Je pense qu'il n'y a pas trop de raison de s'en vanter. Et puis, concernant la victoire de Trajan, le roi Dace à l'époque s'est suicidé face à Trajan, ou alors c'est ces aristocrates qui l'ont poussé au suicide. En tout cas, on reste sur du bon mensonge nationaliste, et c'est dommage. Bien qu'il soit victorieux, l'empereur Trajan honore les Daces en leur faisant ériger à Rome d'imposantes statues. Elles expriment la force et la fierté. Un signe de reconnaissance surprenant de la part de l'empereur romain. Qu'est-ce que c'est un arc de triomphe? Un arc de triomphe à Rome, c'est construit après une victoire militaire avant de pouvoir revenir à la vie civile. C'est censé commémorer les grandes batailles, les grandes victoires. L'arc de triomphe qui est ici présenté, c'est l'arc de Constantin, pas celui de Trajan. Il a été construit entre 312 et 315 alors que Trajan est empereur de 53 à 117. Sinon, les statues, ce sont des prisonniers de guerre, sans armes ni armure. Et en fait, c'est plutôt l'humilité qui est représentée. N'oublions pas que le peuple vaincu fait maintenant partie de l'Empire. Ça serait dommage de les rabaisser et de créer des révoltes. Si on va plus loin, le détail le plus explicite de cette reconnaissance pourrait être le symbole fort de la louve qui allait être Rémus et Romulus. La louve mère, le symbole de la patrie Dace, et les deux bébés symbolisant Rome. Mais quand on voit que la légende poétique d'un loup qui allait 2 enfants est acceptée et officiellement reconnue, on doit se poser la question de ce qui est le plus logique et le plus rationnel, à savoir l'image d'un loup qui nourrit et élève 2 enfants,
ou bien la version symbolique qui tend à démontrer que la culture dace aurait pu nourrir, sous-entendu influencer, l'Empire romain. Alors, si je résume, Rome a pris comme symbole la louve pour reconnaître une subordination à la Dacie, sa patrie mère. Il faut arrêter de dire de la merde. Je suis désolé, Demian, mais quand comme toi on n'a aucune connaissance du symbolisme politique antique, il vaut mieux la fermer plutôt que sortir des hypothèses miteuses comme celle-là. Rome, elle est habitée depuis le Xe siècle. Sa fondation a été décidée arbitrairement en 753 avant Jésus-Christ par Tite-Live, qui se basait lui-même sur des textes du IIe siècle avant Jésus-Christ. La louve, c'est un animal qui est consacré à Mars. Et Mars, c'est le protecteur de Rome. Donc faut pas s'étonner que Rome choisisse comme symbole un animal qui représente son dieu tutélaire. Et pour les petits malins qui voudraient jouer sur les mots, non, Rome n'a pas commencé à vénérer Mars après avoir découvert la Dacie. Merci. Les guerres de Dacie se passent entre 82 et 106 après Jésus-Christ. Donc de deux choses l'une. Soit, comme le dit le film, les Daces se sont construits tout seuls, sans aucun rapport avec les autres civilisations, jusqu'à 82, et dans ce cas-là, le loup, symbole de Rome, ne doit pas apparaître avant 82, donc Mars ne doit pas apparaître avant 82, donc là, le film ment. Soit, le film nous ment sur les relations entre la Dacie et le reste du monde. Nous le savons via les vestiges archéologiques, la Dacie et le nord de l'Italie sont reliés économiquement depuis le premier millénaire avant notre ère. Il faudrait donc prouver que les Daces possédaient un dieu Mars dont le symbole était la louve et que la Dacie ait influencé Rome et non pas l'inverse. Dans ces deux cas, l'autre terre des dieux ment ou se trompe, soit par manque visible de recherche, soit parfois partisane envers les pseudo-chercheurs nationalistes roumains. Les dimensions exceptionnelles des statues attirent notre attention. Bien plus grandes que celles érigées à la mémoire des guerriers romains, elles atteignent 3 mètres de hauteur. Naturellement, l'explication la plus logique est que l'empereur Trajan ait admiré la bravoure de cette nation. Mais une seconde théorie vient hanter l'esprit des plus enthousiastes. Serait-il concevable que certaines de ces statues aient été sculptées à l'échelle de leur modèle? Concernant la taille exceptionnelle de ces statues, il faut savoir qu'elles sont tirées de l'arc de triomphe de Trajan qui a été démonté pour être installé sur l'arc de triomphe de Constantin, afin de symboliser la pérennité du régime politique romain. L'arc de triomphe de Constantin mélangeait des éléments de l'arc de triomphe de Marc Aurèle, d'Adrien et de Trajan. De fait, dire que ces statues sont exceptionnellement grandes étant donné qu'on ne connaît pas la taille des autres éléments de l'arc de triomphe originel disparu, c'est un argument fallacieux. Et puis tout le monde représente l'ennemi vaincu de façon grande et magistrale. Personne ne se vante à dire « Ouais, j'ai vaincu un peuple de sous-merde, c'était trop facile ». Non, personne ne dit ça. Et non, ce n'est pas une théorie, c'est une hypothèse hasardeuse, mais c'est une hypothèse. Préparez-vous, cela dit, on part en trip chez les géants. Certains bijoux proviennent de Zarmizeg-et-Toussa, qui presque 2000 ans plus tard, renferment des trésors qui n'ont toujours pas été excavés. Ici, nous avons un aperçu de ce qu'on appelle archéologie illégale. Ils voient un truc qui brille et ils se jettent dessus comme un pédophile récidiviste lâché dans une classe de CE1, mais rassurez-vous, il y a pire après. Parmi les bijoux décoratifs, les broches et les colliers, on trouve d'étonnants bracelets. Leur diamètre varie entre 9 et 13 cm pour un poids oscillant entre 700 g à plus d'1 kg. Ils sont constitués de plusieurs boucles comprenant des têtes de serpents. Martelés à froid à partir de lingots d'or, ils démontrent une technicité complexe et très élaborée. L'archéologie roumaine prétend que ces bracelets étaient utilisés pour des rituels, ou bien réservés à une certaine élite dace. Concernant ces bracelets, il est important de noter 3 choses. Premièrement, la région dans laquelle ils ont été trouvés connaît ce type de bracelet depuis plus de 3 siècles. Deuxièmement, le contexte de découverte. Ils ont été trouvés enterrés, soit comme étant un dépôt votif, des biens enterrés pour des dieux, soit nous aurions affaire à un dépôt de sauvegarde. On enterre des biens précieux pour que l'ennemi ne les trouve pas lorsqu'il raide ou conquiert la région. Enfin, n'oublions pas que Zarmigézé-Toutsa est une capitale religieuse et il se pourrait que ces bracelets soient destinés à des leaders religieux, puisque nous avons retrouvé beaucoup de ces bracelets en argent dans des tombes d'aristocrates, mais absolument aucun en bronze dans du bas peuple. Au vu des tombes fouillées par les archéologues, il semble logique que l'argent soit réservé aux aristocrates et l'or réservé aux dieux, puisqu'on ne trouve pas ce genre de bracelet en or dans les tombes. Si on part du principe que c'était des bracelets de poignets et non pas de bras, on constate qu'ils sont anormalement grands et qu'ils ne correspondent pas au diamètre de poignets d'êtres humains ordinaires. On pourrait penser qu'ils étaient portés au bras, mais même dans ce cas de figure, ils sont beaucoup trop longs. S'il s'avère en effet qu'ils étaient portés au bras, alors ceux qui les portaient devaient être très grands.
on peut en déduire qu'il devait mesurer très facilement plus de 2 mètres de hauteur, si ce n'est plus. Partir du principe que ce sont des bracelets de poignet et non pas de bras, c'est totalement illogique puisqu'on connaît le contexte culturel et l'ère culturelle dans laquelle s'inscrivent les découvertes de ces bracelets. En plus, on essaie de créer une théorie à partir d'un bracelet qui serait trop grand du point de vue du réalisateur. C'est totalement inductif. Si c'est inductif et illogique, c'est stupide. Ici, un casque partiellement détruit d'un diamètre avoisinant les 30 cm. Presque 2 fois celui d'une tête ordinaire. Les spécialistes prétendent qu'ils étaient portés par-dessus d'autres casques. Prenons le cas maintenant des casques anormalement grands. 30 cm de diamètre, c'est à peu près le diamètre d'un casque de chevalier médiéval, et ça m'étonnerait que nos chevaliers aient été des géants. De plus, nous voyons à l'intérieur de ces casques le revers des motifs qui les parcourent. Nous avons donc peu de raisons de douter des spécialistes qui nous disent que ces casques étaient portés par-dessus d'autres casques ou des coiffes de rembourrage. Que penser aussi de ce plastron cérémoniel qu'aucune épaule ordinaire ne pourrait porter et dont la largeur atteint presque les 80 cm. Juste en dessous, une bague d'un diamètre de presque 3 cm. Et concernant ce plastron, vous n'avez rien noté? Vous, dans les musées, les armures, vous les exposez à l'endroit ou à l'envers? Non, parce que le plastron, il est bien censé protéger le buste en s'attachant sur les épaules, non? Eh bien, on a là le plus beau mensonge de ces 20 premières minutes. En réalité, ce plastron, ce n'est pas du tout un plastron. Cette photo a été prise le 19 avril 2014. Et vous pouvez le constater, dans la vitrine, on voit le cartel, ce petit panneau explicatif sur lequel tout est noté. Et si vous regardez dans l'autre terre des dieux, Damian, il est en face du cartel. On nous parle depuis le début du film de Das vivant en pleine Antiquité. Eh bien, cette vitrine date d'une église du XVIIIe siècle. Bravo, bel enfumage. Ce plastron est en réalité la nimbe ou le halo d'une vierge à l'enfant. La couronne est portée par l'enfant et la bague va à la main de la Vierge. Cette représentation est très normalisée et si vous tapez Vierge à l'enfant sur Google, ça vous donnera un truc du genre. Nous avons donc ici un flagrant délit de mensonge et de manipulation clairement assumé puisque la notice de cette vitrine est écrite en anglais, en français et en roumain. Dans le film, nous voyons Damian et son cadreur, ils sont devant, ils ont forcément lu la notice de la vitrine, ce n'est pas normal. Si vous avez payé pour ce film, vous pouvez bien sûr demander des comptes à Damian concernant ce mensonge. J'ai essayé de le faire, à part reconnaître que le plastron n'était pas antique, il a refusé de me donner quelques informations à ce sujet, ne pensant probablement pas que j'avais trouvé moi-même ce que c'était. Il paraîtrait aussi que son équipe de tournage est tombée pile le jour où dans cette vitrine il n'y avait plus de carton explicatif. Cela semble étrange puisque la photo de la vitrine date du 19 avril 2014, le film a été tourné après et la vitrine est toujours la même. Pourquoi enlever un cartel alors que la vitrine ne change pas? C'est totalement illogique. Il en va de même avec cette couronne en or, d'une finesse inégalée et au diamètre lui aussi très grand. Elle aurait appartenu au roi Sotès III et proviendrait de son tombeau situé en Bulgarie. Étrangement, la dépouille de ce roi n'a quant à elle jamais été retrouvée. Des géants auraient-ils autrefois foulé ces terres? Attention avec cette couronne d'or, elle a appartenu à Sotès III qui dirigeait le royaume des Ordrises, au beau milieu de la Bulgarie actuelle. C'est pas pour rien qu'on a retrouvé son tombeau à Sofia. Maintenant, le lien entre Sotès III et les Daces, il est très lointain. Et vous avez un très bel exemple d'argument fallacieux qu'on appelle le millefeuille argumentatif. Au passage, on se plaint qu'on ne retrouve pas son corps, mais on pratique massivement l'inhumation par incinération. Tout le monde en Dacie, à part les Scythes, qui s'y mettent dans le courant du 5e siècle, va pratiquer ce type d'inhumation. On brûle le corps, on ramasse toutes les cendres, on met ça dans une urne, et ensuite on enterre l'urne. Et même sous l'Empire romain, on va continuer à pratiquer ce type d'inhumation. Donc on ne retrouve pas le corps, c'est tout à fait normal. En 190 après Jésus-Christ, dans l'actuelle Bulgarie, des soldats romains font une étrange rencontre. Face à eux se tient un berger thrace qui les domine de plusieurs têtes. Le colosse rejoint alors les garnisons de Rome, où il gravit les échelons pour devenir empereur en 235 de notre ère. Beaucoup pensent que cette description de Maximine est exagérée. Et à moins qu'un jour nous ne parvenions à retrouver son squelette, sa taille officielle demeure inconnue. Maximin le Thrace serait né berger. Toute l'histoire sur sa taille et sa découverte, c'est une belle légende. Mais ce que le film oublie de nous dire, c'est qu'il est devenu empereur sur un coup de bol, à cause d'une crise politique et d'un putsch militaire. Il n'a pas été reconnu pour ses qualités politiques, c'était un guerrier brutal, pas très futé. Bon, quand il est empereur, on est dans une période de crise politique et son règne dure 3 ans.
Ces premières mesures ont été faire la guerre, notamment contre les Daces, et augmenter les impôts. On a deux sources principales concernant Maximin le Thrace. Hérodien raconte l'accession de Maximin au pouvoir. Il était chef instructeur pour les nouvelles recrues, et ce sont ces recrues qui sont venus le voir pour le forcer à devenir empereur. On a donc un géant imbattable au combat qui n'ose pas dire non à des nouveaux conscrits parce qu'ils ont des armes. C'est moche. Absolument personne ne nous dit que Maximin mesure plus de 2,50 m, à part dans l'Histoire Auguste, où Maximin le Thrace est dépeint comme un géant inépuisable. Le problème de cette œuvre, c'est qu'elle est écrite 170 ans après les faits, et que l'auteur ment allègrement dans cet ouvrage, citant des sources qui n'existent pas, antidatant ses œuvres, et tous les historiens s'accordent à dire que cet auteur n'est absolument pas fiable concernant cette biographie. Sur les tablettes de Sinaïa, une gravure pourrait le confirmer. Elles mettent en évidence une scène où des hommes font face à des géants. Attendez, on utilise des tablettes à l'authenticité douteuse pour nous parler de géants à travers une perspective aussi désastreuse qu'en Égypte antique ou au Moyen-Âge. Mais pourtant, à l'époque médiévale ou en Égypte, on n'a jamais fantasmé sur des géants. On va essayer d'amener un petit peu d'archéologie à tout ça. On a fouillé quelques habitats Daces datés de 450 à 25 avant Jésus-Christ. En moyenne, ces habitats mesuraient 4 mètres sur 2. On imagine assez mal des géants habités dans ces habitations. De plus, on a retrouvé pas mal de tombes à incinération sous les maisons. On brûle le corps, on ramasse la cendre, on la met dans une urne. Si on brûle quelqu'un qui fait 1,80 m ou quelqu'un qui fait 4 mètres, on va pas avoir la même taille d'urne, parce qu'on va pas avoir la même masse et le même volume de cendres à faire rentrer dans cette tombe. Sur leur bouclier, un symbole significatif nous indique qu'ils seraient originaires d'Hyperborée, un continent légendaire. Une ancienne carte de Gérard Mercator datant de 1595 localise la patrie originelle de ces Hyperboréens dans les régions reculées du pôle Nord. Selon d'anciens textes, ces terres n'étaient pas à cette époque recouvertes par les glaces. L'Hyperborée, historiquement, c'est un mythe. Une terre inconnue au nord, bien plus loin que les terres que sont censés parcourir les Grecs. Car oui, ce sont les Grecs qui en ont parlé les premiers. On peut voir plusieurs interprétations quant à ce symbole sur les boucliers. Ça peut être une mise en relief du humbo, la pièce de métal au centre du bouclier, mais le dessin peut aussi être totalement décoratif et permettre de reconnaître une armée par rapport à une autre. Ceux qui portent ce symbole, d'ailleurs, ne sont pas plus grands que l'armée qu'ils ont en face sur d'autres tablettes. Et on en revient à la notion de taille des personnages en fonction de leur importance, comme en Égypte antique ou à l'époque médiévale. Le fait que les terres ne soient pas recouvertes de glace, c'est une supposition tout simplement parce qu'on dit que les cultures y poussent correctement. C'est une terre mythique, on peut croire ce qu'on veut, mais à partir du moment où le mythe se heurte à des preuves archéologiques, ça devient compliqué. Hyperborée était situé au niveau des pôles. Et ce peuple hyperboréen, s'il a existé bien sûr au sens propre, est descendu donc vers le sud. Donc est descendu en plusieurs endroits, il y a eu plusieurs branches. Une branche serait allée vers le Caucase. Donc la nouvelle capitale des Hyperboréens s'appelle Asgard et c'est situé dans le Caucase. Une autre serait partie vers le Tibet et une troisième serait allée dans des archipels situés au niveau du golfe du Mexique aujourd'hui qui donne naissance à l'Atlantide. Homère prétend également que la Nouvelle Borée était située en Thracie. Nous voilà pour le retour du grand jeu. Qui est le spécialiste ? Ce professeur d'histoire à la retraite n'a jamais fait de publication scientifique, mais se permet de donner des conférences sur des sujets aussi vastes que l'histoire secrète des États-Unis, la magie noire, en passant par les cathares. Et le tout sans citer aucune source. Vous le savez comme moi, un chercheur qui ne cite aucune source, c'est pas vraiment la joie de la méthode scientifique. Il évoque des branches hyperboréennes sans aucun fondement et bon courage pour chercher le rationnel dans ses dires. La narratrice nous dit que Homère parle de l'Hyperborée. Sauf que Hérodote met en garde ceux qui penseraient que le poème proviendrait bien d'Homère. Et honnêtement, si l'historien le plus proche de l'auteur a des doutes, on aurait tort de pas douter nous-mêmes. Homère prétend également que la Nouvelle Borée était située en Thracie et que l'Hyperborée était située au nord de la Thracie, là où vivaient les Daces. Alors que depuis le début, on nous dit que la Dacie elle est en plein milieu du territoire thrace et on nous l'a montré dans le film. Il n'est pas impossible que certaines découvertes archéologiques aient été volontairement passées sous silence. Et voilà, le film nous parle de découvertes archéologiques volontairement passées sous silence. Bah oui, entre deux mensonges et fausses vérités à propos d'un peuple, il est toujours bon de montrer que ce sont les archéologues et les historiens, les méchants de l'affaire, contrôlés par un gouvernement à la solde du FBI pour nous cacher la vérité. Bon, je vous rappelle quand même que le film nous a dit qu'il ne chercherait pas à nous convaincre. On est mal barré. C'est au sud-ouest de Bucarest qu'une découverte passée inaperçue va ébranler nos convictions et notre compréhension de l'histoire. Le reste du corps, il est là. C'est un crâne humain, hein.
Donc on ne cherche toujours pas à convaincre, mais on va tout de même ébranler nos convictions et notre compréhension de l'histoire. Attention ici, un petit bout de pillage archéologique, et vous noterez ce teaser superbement amené au cas où on aurait besoin de le mettre avant un spot pub, dans le cas d'une vente à RMC Découverte par exemple. Et maintenant un petit peu d'attention, on va se retrouver avec le plus beau témoignage de la saison. Nous sommes à Argedava, au cœur de l'ancienne cité d'As du roi Bourespista. En 1926, des archéologues persuadés d'avoir découvert le lieu où s'unifièrent les tribus thraces vont faire une découverte inattendue. Ici, un villageois de 80 ans, Ionitsa Florea, affirme avoir déterré un squelette gigantesque alors qu'il était adolescent. Ses parents lui racontaient qu'autrefois, des géants vivaient ici. Ils étaient appelés les Gédovi. C'est aux pages d'un journal national qu'il confie avoir participé à ces fouilles. Il y rapporte la découverte de 80 squelettes déterrés entre 1946 et 1954. Je sais, ce passage était assez long, mais il fallait que je vous le mette, sinon tout le reste allait devenir très hermétique. Notez au passage qu'on commence à fouiller en 1926, mais en réalité, les fouilles se passent entre 46 et 54. În 39 am intrat noi la lucru și am lucrat până când am plecat în armată, în 51. Când dădeam de schelete, pățânile erau mai mari, adică glebejile alea de ca noastre, că am văzut și eu la cimitir, că am mai dezgropat. L'homme ici interviewé était ouvrier sur les chantiers de fouilles entre 1946 et 1951. Du coup, nouveau changement de date, on perd 3 ans, on fouille maintenant entre 1946 et 1951. Aici, aici nu se mai sapă de seară și se făcea batră de 2 metri și rămânea și seara să săpa oamenii lor. Le luau cu mașina și le ducea. Că le ducea la București sau unde le ducea, nu știu. Inginerul și cu mașina lui care venea. Venea un camion, un carpas de la cum era atunci pe timpurile. Un sui grâu, oale mari, așa aici, burtă și aici sus iar, dar cu grâu în ele. Arăta bobul de grâu, dar negru. Tellement d'incohérences dans ce témoignage. L'ingénieur leur dit « vous n'avez plus à travailler », mais le mec va quand même continuer à travailler jusqu'à ce qu'il parte à l'armée. Ensuite, ils creusent de nuit parce que ça doit être un peu plus mystérieux, et puis ils emmènent des squelettes de géants dans des voitures, et puis en fait non, dans des camions, des Carpacci, et ils ont aussi trouvé du blé noir étrange dans une amphore. Donc en résumé, le mec s'est fait virer par le gouvernement, mais il sait absolument tout ce qui s'est passé sur le chantier. Il avait les squelettes, il a ouvert les pots pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est un génie ce mec, c'est le n'importe quoi du témoignage. Ce qui est perturbant à Argedava, c'est de se dire qu'ici autrefois, il y avait une des plus importantes citadelles d'As, et visiblement il semblerait que cet endroit ait complètement été boudé par l'archéologie. Ici, il n'y a que des tranchées, des trous compartimentés et segmentés à la manière de sarcophages individuels. Et ces tranchées évoquent clairement ce qu'il reste de sépultures. Il semble aussi qu'après, elles aient été recouvertes un peu comme si on avait tenté de les reboucher ou même de dissimuler les fouilles. Mais le plus marquant dans tout ça, c'est qu'à l'endroit même de ces tranchées, on trouve des arbustes épineux qui forment une sorte de barrière épaisse et impénétrable. Et l'impression qu'on a, c'est que ces arbustes ont été plantés là volontairement, de sorte à empêcher quiconque de descendre et de creuser. Argedava serait-elle la plus importante cité des Daces? Eh bien, contrairement à ce que dit Damian, l'archéologie n'a pas du tout boudé le site puisque des fouilles y ont été conduites pendant plusieurs années. Les rapports de fouilles montrent beaucoup de bâtiments en bois mais absolument aucune structure en pierre. C'est curieux pour une citadelle, non? Trouver étrange que les fouilles aient été rebouchées, c'est vraiment méconnaître le contexte archéologique des années 50. On ouvre, on prend tout ce qui peut être mis dans un musée, on étudie vite fait ce qu'on a trouvé, et on rebouche tout. C'est aussi simple que ça. Et là, je vous présente le prochain best-seller de Damian, Le complot pour les nuls. Comment protéger un site et faire que les gens ne viennent pas fouiner en découvrant que le gouvernement cache des squelettes de géants? Mettez des arbres qui piquent. Je suis dégoûté, je suis sûr que si on avait mis des ronces et des aubépines à la frontière avec la Belgique, en 1939, la France n'aurait pas été envahie. Pour revenir sur quelque chose d'un peu plus scientifique, les historiens et archéologues roumains, notamment Radu Vulpe, estiment que Argedava et Zarmizegetuța sont une seule et même citadelle. Les sources tendent à le prouver puisque la situation de Argedava par rapport au Danube correspondrait à celle de Zarmizegetuța. Certains endroits témoignent de la grossièreté des excavations. Des restes de céramique provenant de la culture d'As jonchent encore le sol.
Là, je vous avoue, ce passage me pose de gros problèmes. Demian arrive, il prend des céramiques, il les embarque sans rien demander à personne, c'est du pillage archéologique. Et je préfère prévenir les archéologues et les défenseurs du patrimoine, les images qui vont suivre peuvent heurter la sensibilité des personnes méthodiques et respectueuses. C'est en cherchant des morceaux de ces céramiques que nous avons fait une macabre découverte. On peut constater du total irrespect pour le squelette qu'il vient de sortir et de son manque calamiteux de méthode archéologique. Je vous ai dit que c'était du pillage parce que dans les faits, c'est ce qui est montré. Mais, car oui, il y a toujours un mais, j'ai voulu en savoir plus. J'ai donc contacté l'ambassade de Roumanie. Le pays ayant les mêmes lois sur l'archéologie que la France, je savais où je mettais les pieds. On m'a répondu que les autorités roumaines estimaient qu'il n'y avait pas de pillage archéologique. Donc, de deux choses l'une. Soit Demian s'est accoquiné avec des bons patriotes nationalistes et sa propagande sert les intérêts du gouvernement. Ça serait curieux vu la couche de complot que lui-même glisse dans le film, même si entre nous, l'ambassade m'a confirmé que Demian avait travaillé main dans la main avec eux. Ou alors, tout ceci n'est qu'une mise en scène, ce qui explique pourquoi les autorités archéologiques s'en tamponnent, et donc encore une fois, ils se moquent de la vérité, et se moquent de ses spectateurs et de ses financeurs. Les images donnent l'impression que la Terre est fraîchement retournée, et ça ne serait pas le premier mensonge du film, après tout. A avut la rândul lui prilejul ca în anul 1967 sau 1969, împreună cu un arheolog de prestigiu al României, să intre într-o așezare subterană și să vadă ceea ce puțini muritori au putut vedea până acum. Nu doar un oraș săpat în stâncă, pe sub Dunăre. Et c'est reparti, qui est le spécialiste. Yuri est rédacteur en chef d'un magazine traitant d'ufologie. Il est actuellement vice-président d'une association mêlant nationalisme, folklore et complotisme. Il apparaît sur des télépoubelles pour participer à des émissions sur des bases souterraines extraterrestres ou encore sur le fameux complot du CERN pour détraquer le climat. Puis on nous parle d'un groupe accompagné d'un archéologue de prestige mais dont on va taire le nom. Bah oui, il faudrait pas pouvoir remonter la trace de l'expert, ça serait ballot. Et on arrive sur une ville géante creusée sous la roche. Mais si c'était vrai, bon sang, la Roumanie, ça deviendrait une putain de destination touristique. On ferait des parcs d'attractions et ça serait super riche. Mais bon, je vais vous laisser avec le témoignage du sculpteur. Și acolo, în tunelul ăla, acolo erau căsuțe cioplite în piatră. Și în unele din ele am găsit schelete legate așa și adunate. Unele erau răsturnate așa. Dar scheletele erau foarte curate, adică și mari, foarte mari. Și ce a fost cel mai, dacă se poate, uluitor, faptul că a văzut schelete de giganți. Să zic, de la talpă la genunchi era aproape 1 metru. Deci erau schelete de uriași, până la urmă. Oameni care estimativ aveau peste 3 metri. Ici, on a un témoignage un petit peu what the fuck. On a des archéologues et des douaniers qui passent dans un tunnel sous le Danube et personne n'est au courant, sauf une association roumaine de culture alternative. Le problème, c'est que personne ne peut authentifier ce témoignage. On n'a aucun nom de cité, ni un douanier, ni un archéologue, et c'est le problème du témoignage. On ne peut pas être sûr que ce qui est dit est vrai. À la suite de ça, je vous conseille de voir le film, on a une jolie légende avec des géants et une pyramide faite en ombre. C'est vraiment chouette, mais le but scientifique là-dedans m'intéresse peu, donc je l'ai zappé. Un peu plus loin, on trouve une curiosité locale. Les moines du monastère se plaisent parfois à conduire les touristes au pied de ce que certains pensent être les restes d'un géant pétrifié. Imagine a village where there's nothing else, and this monk sends you to a yard which is kind of next door, a very old house, and behind the house, in the yard, there is a sedimentary wall. And in this wall you can see what seems to be the perfectly mummified body of a very tall person. Wow, alors là on prend même plus de pincettes, on attaque directement avec les restes d'un géant pétrifié.
Mais bon, qui est le spécialiste? Andreea Ionescu, une experte en marketing, chroniqueuse dans une revue, sa chronique parle d'astrologie et de développement personnel. Elle peut aussi vous organiser une session de renaissance personnelle qui vous coûtera la modique somme de 450 €. It's laying face down, like it has been, I don't know, it fell. And the legend says it's a giant that fell when the flood came. Et c'est à ce moment-là où j'ai envie de me dire, mais dis-moi Jamy, comment ça fonctionne la sédimentation? Et est-ce qu'un géant ça peut se pétrifier comme ça en tombant durant le déluge? Mais bon, soyons fous, je vais utiliser mon joker piège à chouette. On va appeler Valentine de Sciences de Comptoir parce qu'elle est juste beaucoup plus calée que moi en géosciences et tout ce qui est sciences de la vie, sciences de la terre, tout ça. Eh, dis-moi Valentine, comment ça marche la sédimentation? Mais est-ce qu'un géant ça peut se pétrifier en tombant comme ça durant le déluge? Salut, alors d'après la littérature scientifique, la formation géologique que vous avez vue c'est du grès. Le grès, c'est du sable transformé en roche. Imaginez-vous au sud des Carpates, les jumelles orientales des Alpes, on est il y a 23 à 30 millions d'années pendant l'Oligocène. Les rivières creusent le paysage et ce faisant, elles emportent avec elles un souvenir, des petits cailloux qu'elles arrachent au substrat. Ce sable, elles vont le charrier jusqu'à leur embouchure qui est située dans la Paratétis. La Paratétis, c'est une ancienne immense mer qui a aujourd'hui disparu mais dont il nous reste 3 reliques, la mer Noire, la mer Caspienne et la mer d'Aral. Mais revenons-en à nos cailloux. Notre sable précipite au fond des océans et ce faisant, il se fait recouvrir par divers débris, d'autres couches de sable. Donc il va être enterré sous toutes ces couches, la pression va augmenter et il va être compacté. Donc il y aura moins d'eau entre les différents grains. Mais dans les interstices qui restent, il y a quand même de l'eau et cette eau de mer, elle est chargée en ions. Ces ions vont finir par précipiter et former des minéraux comme du quartz qui vont au final cimenter tous les grains de sable les uns aux autres et ça va faire du grès. Comment les géologues ont réussi à retracer cette histoire? Eh bien tout simplement en s'intéressant aux grains de sable qui étaient contenus dans le grès. Ils ont regardé leur composition pour savoir par où la rivière était passée et d'où elle venait, leur forme, parce que plus un grain est émoussé, plus il vient de loin, et leur taille, ça renseigne sur le débit du cours d'eau. Plus une rivière est balèze, plus elle peut transporter des gros machins. Et maintenant passons aux choses sérieuses. You can tell exactly the foot, the ankle, the entire hip area, and then the torso. The head of this thing fell off the cliff when the water washed away this supposedly mummified body, and it's in the grass. Tout d'abord, j'ai regardé dans les archives scientifiques pour voir s'il y avait trace de fossiles dans cette couche géologique, et la réponse est non. Mais est-ce que pour autant il pourrait y en avoir? Eh ben oui et non. Oui, parce que le grès est une roche sédimentaire et que c'est là-dedans qu'on trouve les fossiles. Mais le grès est le type de roche parmi lesquelles on en trouve le moins, donc déjà on part pas très bien. Admettons cependant qu'un géant soit tombé dans l'eau et qu'il ait fini au fond de l'océan. Est-ce qu'il aurait pu fossiliser? Bon, il faut savoir que c'est très difficile de conserver un fossile. La plupart du temps, il n'y a que son squelette qui traverse les âges et encore. Dans de très rares cas, on conserve aussi la matière organique, ce qu'on appelle les parties molles, mais il faut vraiment un environnement très particulier. Je crois que le mieux c'est un lac avec de l'argile au fond, comme ça on peut juste se poser, se décomposer tranquille, à l'abri de l'oxygène, et voilà. L'important c'est vraiment le calme. Or, là on est dans un delta, c'est un environnement turbulent. Donc à mon avis, la dépouille du géant serait vite désarticulée, sans parler de toutes les bestioles et les microbes divers de l'époque qui auraient pu décomposer le cadavre. Dans tous les cas, au mieux, on retrouverait peut-être des os par-ci par-là dans la couche, mais pas une jambe au galbe si parfait qu'elle pourrait faire une pub pour des collants. Bon, alors si c'est pas un fossile, qu'est-ce que c'est? Eh ben, j'ai cherché et j'ai fini par trouver plusieurs publications scientifiques, dont une de 2005, qui mentionne une structure sédimentaire particulière qu'on appelle des rip-up clasts. En gros, c'est des morceaux de sable en train de se sédimenter qui sont remobilisés par le courant. Ça arrive assez souvent et ça donne des structures qui sont relativement comparables à ce qu'on voit dans l'extrait. D'ailleurs, si vous regardez bien, on en voit d'autres dans le film. À mon avis, c'est l'explication la plus parcimonieuse, elle demande le moins d'hypothèses. Il n'y a pas besoin de supposer l'existence de géants, ni d'extraterrestres, ni même d'un déluge, non, c'est juste le cours d'eau de l'époque et la mer de l'époque qui auraient pu aboutir à ce genre de structure dans leur fonctionnement naturel. Merci beaucoup Valentine. Et je vous invite à aller voir Sciences de Comptoir parce que c'est vraiment une bonne chaîne. Mais maintenant qu'on a des réponses un petit peu plus plausibles, on va pouvoir aller voir ce qui s'est détaché de ce géant pétrifié. À nos pieds, les pierres qui s'en sont détachées ont des allures très évocatrices. The part of the petrified giant that fell in the grass, there's a skull, the shape of a human head, and it had eyes in the orbits. And the eyes came apart from the skull as well. And what's interesting is that one of the eyes has the shape of a, I don't know, I would call it an extraterrestrial being skull. And you can see the elongated eyes, and it's really obvious. Oh. Alors ça, c'est un crâne de géant avec des yeux allongés.
Franchement, je sais pas dans quoi on s'embarque. On navigue entre des aliens et des géants, et je vous avouerai que j'ai un petit peu peur qu'un service gouvernemental, puissant, discret, mais compétent, ne vienne m'enlever. Plus sérieusement, on va éviter l'overdose, je vais arrêter là cette première partie. J'espère que vous avez passé un agréable moment d'esprit critique, et on se retrouve très vite pour un prochain nettoyage. Dans un monde où la science évolue toujours plus vite, l'homme ne sait plus comment rêver. Aidé par la facilité de communication sur les réseaux, le mal tente de se jouer de la crédulité des masses, en vendant à tour de bras des fantasmes et des hypothèses venues d'ailleurs. Face à ce crime contre la communauté scientifique, il existe un homme. Un homme doué de capacités exceptionnelles. Un homme qui allie intelligence, doigté et le sex appeal d'un dieu de l'Olympe. Et je dis pas ça uniquement pour le pécho, bébé. Sa mission, réduire à néant les complots et les mythes. Il est le nettoyeur de mythes. Il faut que je te dise quelque chose. Je crois que je suis amoureuse de Patrice Pouillard. Il faut arrêter de dire